Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ce direct ou cette rediffusion de direct Twitch, si tu regardes depuis YouTube. Ici on parle d'affaires criminelles en tout genre, cambriolage, meurtre, etc. Avec en début et en fin de live un crime insolite, pour pas trop déprimer non plus. Je t'invite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, attention on va cliquer. Et trêve de blablaterie, on y va. Notre première affaire nous emmène au Brésil. Les policiers de la sûreté départementale de Besançon lancent un avis de recherche suite à la disparition inquiétante d'un jeune homme de 23 ans, Théo de Couchant. Le jeune homme, qui n'est pas coutumier des faits, n'a pas donné de nouvelles depuis le 30 novembre dernier, donc 30 novembre 2021, date à laquelle il a été vu pour la dernière fois à 6h15 du matin sur le secteur de J en Haute-Saône. Il ne s'est pas rendu à son travail. Théo mesure 1,69 m, il est de corpulence fine, il a les cheveux noirs, les yeux marrons et porte des lunettes. On ignore comment il est habillé. Selon les premières investigations des enquêteurs de la sûreté départementale, le jeune homme est susceptible de se trouver sur Dole, sur Besançon ou sur le secteur de J. Il pourrait se déplacer à bord d'une Peugeot 307 de couleur grise. Alors j'ai compilé différents articles. Le corps de Théo, jeune homme de 23 ans, porté disparu depuis une semaine, a été retrouvé lundi au domicile de la jeune fille chez qui il devait passer une soirée dans la nuit du 29 au 30 novembre. Les gendarmes ont mené une perquisition ce lundi 6 décembre en fin de matinée à Oiselay et Grachot en Haute-Saône et découvert le corps. Selon les premières constatations, le décès accidentel est exclu. Une autopsie pratiquée dans la journée pour déterminer les causes et la date de la mort indique des traces de strangulation qui pourraient être à l'origine de sa mort. Arnaud Grécourt, le procureur de la République de Vesoul, précise qu'une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Une jeune femme de 18 ans en garde à vue. La jeune femme de 18 ans a été placée en garde à vue ce lundi à 13h, garde à vue qui a été prolongée. À l'issue de cette garde à vue ce mercredi, elle devrait être présentée au parquet de Besançon en vue d'une mise en examen pour homicide volontaire. Les proches de Théo de Couchant ont à nouveau vécu une journée éprouvante au procès de Camille Anguenot, jugé pour avoir tué le jeune homme en 2021. Après avoir eux-mêmes témoigné, les parents et la sœur de Théo ont assisté ce mercredi à l'interrogatoire de Camille par la cour. « Je voulais juste qu'il parte de chez moi, dit-elle. Voici Camille, 18 ans. Tout le monde cherche à savoir pourquoi j'ai fait ça. Ce n'est pas pour sa voiture ou son argent, affirme Camille Anguenot en pleurant. Il y a une incompréhension. Moi, je voulais qu'il parte de chez moi. Lui ne comprenait pas pourquoi je lui demandais ça. Je lui ai dit que je n'étais pas une fille facile. Ensuite, tout s'est passé très vite. J'ai complètement déraillé, à 100 000% même. Avant de revenir sur le déroulé des faits le soir du drame, le président de la cour demande à la jeune femme de s'expliquer un peu sur la relation qu'elle entretenait avec Théo. J'ai compris qu'il s'intéressait à moi, dit-elle, et j'en ai joué. Quand je l'invite chez moi ce soir-là, c'est dans le but de lui demander de l'argent. J'avais besoin de 100 euros. Il a accepté de me les prêter, miskin. Les deux jeunes partent alors faire un tour en voiture et s'arrêtent dans un bois pour continuer à discuter dans la voiture. Elle explique qu'à ce moment, Théo pose sa main sur elle, main qu'elle repousse en expliquant avoir un petit ami. Il retourne ensuite à Oiselay et Grachot et décide de prolonger la soirée chez Camille. Un mec qui te met la main sur la cuisse dans la voiture, ça te met mal à l'aise, mais tu le ramènes quand même chez toi. Déjà, c'est pas très... Hein. On s'est posé devant la télé avant d'aller chercher une pizza, j'ai faim. On a mangé chez moi et j'ai sorti une bouteille de rosé entamée dans le frigo. Le président de la cour demande qui d'elle ou de Théo décide que le jeune homme reste dormir chez elle. Je ne sais plus comment ça s'est fait, répond-elle. Ils partent alors se coucher, ensemble, dans la chambre de Camille. Je suis réveillée par lui qui me touche. Il a mis sa main sur ma poitrine et je l'ai repoussé. Plus tard dans la nuit, il a recommencé. De là, je suis allée dans le salon. Il m'a suivi et tout s'est enchaîné. Je lui ai tendu sa veste, je voulais qu'il parte de chez moi. Je lui ai mis un coup de poing, un deuxième. Je me suis rattrapée à son t-shirt. Je le menace avec un couteau pour qu'il parte. Quand je lui demande de partir, il se rapproche et il me dit « Tu délires complètement, tu es en train de tromper ton copain ». Le mec est mort, on pourra jamais savoir ce qu'il a dit. Hein. Tu couches avec d'autres garçons, alors pourquoi pas moi? Ça m'a fait remonter à la figure que j'étais une fille facile, ça m'a touchée, j'ai un gros caractère. Pendant l'altercation, Camille affirme que Théo n'a pas crié. Il n'a pas été violent et agressif par ses gestes, mais par la parole. Il m'a dit des vérités en face et ça m'a énervée. Elle s'empare alors d'un couteau de cuisine et lui plante dans le foie. À ce moment-là, j'avais peur et je n'ai pas l'habitude de ressentir ça. Bah oui, c'est une connasse agressive homicidaire, donc évidemment que tu connais pas la peur. Elle explique qu'après cela, Théo a reculé pendant qu'elle retourne dans sa chambre. Mais pourquoi allez-vous dans votre chambre? Camille répond
Je me suis posé la question longtemps. Encore en détention, je ne sais pas. Et puis pourquoi je mets mes chaussures? Est-ce que je comptais partir de chez moi? Je ne sais pas. Le président de la cour rappelle à la jeune fille qu'elle se saisit alors d'une cordelette, d'une de ses robes. Il lui demande pourquoi. Je ne sais pas, dit-elle en sanglotant. Ouais, mais les sanglots, c'est un peu trop tard là. Camille Anguenot revient ensuite sur le moment où elle étrangle Théo avec cette cordelette. À ce moment-là, j'étais dans une espèce de folie. Je n'ai conscience de rien. Je ne réalise pas la gravité de l'acte que j'ai commis. C'est comme si c'était irréel. La jeune femme se saisit ensuite d'un sac poubelle pour effacer toutes les traces de passage de Théo de chez elle. J'ai enlevé les draps, les verres, la bouteille de vin, j'ai tout jeté. Pourquoi vous déplacez le corps de Théo dans la salle de bain lui demande le juge. Parce que dans ma salle de bain, il fait froid. Oh, putain. Et j'avais déjà vu que d'habitude, les corps, on les met dans un endroit froid. Je mentais sur tout et n'importe quoi. Au fil de l'interrogatoire, la jeune femme affirme avoir deux personnalités, l'une sur les réseaux sociaux et une autre qu'elle adopte avec ses proches. Sur les réseaux, je montre une image et une vie parfaite. Je voulais montrer aux gens une bonne image de moi et de mon quotidien. Peu de gens savent finalement qu'à cette époque-là, je n'ai plus de travail, je mentais sur tout et n'importe quoi, tout le temps. Moi-même, je crois que je ne me connaissais pas réellement. J'étais accro aux réseaux sociaux. Je voulais toujours plus de likes, plus d'abonnés. Blâme les réseaux sociaux. J'entends toujours la voix de mon fils confie le père de Théo. Vous savez, c'est un choc de voir son fils à la morgue. Oh, putain, le pauvre, j'ai envie de pleurer. Confie Christophe de Couchant, appelé lui aussi à la barre ce mercredi après-midi. Le père décrit son fils comme étant gentil, ça se voit en plus à sa tête, mesquine. Un peu timide, on allait à la piscine ensemble, faire du vélo. J'entends toujours la voix de mon fils aujourd'hui. Voir sur les photos son fils ligaturé, tout bleu, je ne le souhaite à personne. Christophe de Couchant affirme que depuis la mort de son fils, il ne dort plus et souffre d'angoisse. Théo aimait se sentir utile et être en famille, poursuit Valérie, la maman de Théo. Je suis encore un peu parfois dans le déni. J'ai l'impression qu'il va rentrer du travail, qu'il va revenir, et d'autres fois je réalise que non, il ne reviendra pas. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que Camille paye pour ce qu'elle a fait. J'en veux à Camille, complète Charline, la sœur de Théo. Je lui en veux car elle nous a menti au moment où on cherchait mon frère. Elle m'a fait espérer alors qu'elle connaissait la vérité. Je sais que je t'ai déjà dit, mais j'aimerais tellement, tu sais, le jour où on va tous mourir et se retrouver devant Dieu, je veux savoir ce qui s'est passé réellement. Je veux savoir dans quelles circonstances il est mort. Et je veux savoir ce qu'il a dit exactement. Je veux savoir ce qu'il a dit. Parce qu'on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Il y a qu'elle qui sait. Et c'est une menteuse, elle l'a dit elle-même. Voilà, larme de crocodile, mais bien sûr, larme de crocodile, c'est pour elle. C'est pour elle qui est dans un tribunal en train de se faire juger. Hein. C'est pas pour la vie qu'elle a prise, c'est pas pour les vies qu'elle a brisées, c'est pas pour le père qui ne dort plus, pour la sœur qui est furax que dans les yeux, elle te regarde et elle te dit je sais pas où il est. Oh, je l'ai juste vu en boîte. Hein. Clairement, cette jeune fille a des problèmes. Alors j'ai hâte qu'il y ait le procès, parce que j'aimerais bien connaître son historique à cette jeune femme. C'est pas juste une addiction aux réseaux sociaux qui fait que t'as tué un mec que t'as rencontré en soirée et qui t'a dit, de ce qu'elle dit elle, hein, que t'étais une fille facile. Hein. T'as écarté les jambes pour d'autres, bah fais-le pour moi, même si t'as un mec. Et c'est ça qui t'a fait voir rouge et tu l'as tué? Non, je ne crois pas, non. Un mec que tu connais pas, qui t'insulte, tu fais pas ça. Un crime d'une violence inouïe a secoué l'Algérie, mettant en lumière une sombre affaire liée à un réseau d'avortement clandestin. Une jeune femme influenceuse très suivie sur TikTok est au cœur d'une enquête pour meurtre. Aux côtés de sa sœur, elle aurait versé de l'essence sur un jeune chanteur, H. Khaireddin, H. Je ne connais pas le prénom. Aux côtés de sa sœur, elle aurait versé de l'essence sur un jeune chanteur, H. Khaireddin, avant de l'enflammer dans la wilaya d'El Oued, située à 600 km au sud-est d'Alger. Cette affaire a suscité une onde de choc en Algérie, tant en raison de la personnalité de la suspecte, une figure populaire sur les réseaux sociaux, que de la nature particulièrement violente du crime. La méthode utilisée pour assassiner le jeune chanteur a profondément marqué les esprits et les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de messages de condamnation. Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert une facette encore plus sombre de cette histoire. Derrière ce meurtre atroce se cache une organisation criminelle spécialisée dans l'avortement clandestin. Selon Ennar, la sœur de l'influenceuse, principale suspecte dans l'affaire du meurtre, faisait partie de ce réseau. Le crime aurait été commis dans le lieu même où ces avortements illégaux étaient pratiqués.
Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 6 personnes, dont 5 femmes impliquées dans ce réseau d'avortement clandestin. 4 d'entre elles ont été condamnées à 2 ans de prison ferme. Quant à la principale suspecte dans l'affaire du meurtre, elle sera jugée en mars 2025. Mais je comprends pas, en fait, moi je veux voir la tête de la meuf là, hein. Et ça c'est le chanteur, hein, c'est le jeune chanteur qu'elle a brûlé vivant, mais putain. Cette affaire continue de faire l'objet d'une enquête approfondie. Les autorités s'efforcent de comprendre les motivations de la jeune femme et les circonstances exactes du crime. Les réseaux sociaux, longtemps considérés comme les vitrines idylliques, comme des vitrines idylliques, révèlent une face cachée de plus en plus sombre. Le meurtre sordide du jeune chanteur perpétré par une influenceuse TikTok vient une nouvelle fois ternir l'image de ces plateformes. Derrière les sourires et les filtres se cachent parfois des abysses de violence, plongeant les utilisateurs dans un univers où l'apparence trompeuse côtoie la réalité la plus cruelle. Il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord. Blâmer les réseaux sociaux, que les gens ils montrent une vie en apparence canon, machin, tout va bien, et en fait derrière ils se cachent des trucs de ouf, que ce soit un réseau d'avortement clandestin, que ce soit... l'avortement est illégal en Algérie, hein, que ce soit des mecs qui sont en vérité voilà, des abuseurs d'enfants, ça c'est beaucoup vu ça, des mecs qui violent, des mecs, voilà, des gens qui font des trucs de ouf, des meurtres qui sont commis aussi, le fameux couple TikTok là qui est en ce moment en procès je crois. Donc il y a plein de problèmes qui apparaissent de cette façon-là sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie c'est exactement comme ça. Enlève les réseaux sociaux, enlève les téléphones, c'est la même chose. Il y a des gens qui commettent des dingueries, tu sais, derrière porte close, on sait pas ce qui se passe chez eux, des incestes qui se passent sur des années, des meurtres, des assassinats, des féminicides, et les gens ont une vie en apparence normale. BTK, il avait une femme et des gosses, et il allait au travail normal. Et le mec, il ligotait et torturait des gens, des femmes. Faut arrêter de dire que les réseaux sociaux exacerbent ce côté-là de... On a une vie très bien en apparence qu'on vend sur les réseaux sociaux, qu'on met en avant sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, ça va pas du tout, enfin, il y a des dingueries qui se passent. C'est la même chose dans la vraie vie. Tout à fait, Joe la cambriole, tout à fait. Dans l'affaire Mazan ou Pellico, des gens normaux hein, dans une société, intégrés dans la société de façon... Et apparemment, il y avait, j'ai lu, il y avait des pompiers, des flics, des je sais pas quoi. Internet met en lumière la noirceur de ce monde. Le monde ne devient pas fou, c'est juste que maintenant on est au courant beaucoup plus qu'avant. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, statistiquement, combien d'Instagrammeurs, combien de TikTokers font des dingueries comme ça? Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est représentatif de la société dans laquelle on vit, en réalité. Le subterfuge d'une conductrice pour éviter une amende n'a pas échappé aux yeux de la police dans la grande région de Toronto vendredi dernier. Vendredi 17h, la police provinciale de l'Ontario, PPO, effectuait une opération pour faire respecter les règles sur les voies réservées aux véhicules multi-occupants. Alors vous connaissiez, c'est la voie famille. J'ai découvert en Algérie. En Algérie, j'ai vu un panneau en fait avec une voiture, il y avait plein de gens dedans. Et j'ai dit c'est quoi ce panneau sur l'autoroute? Et mon oncle m'a expliqué, et je ne connaissais pas. Et j'ai vu ça dans d'autres pays aussi, mais en France, je n'ai jamais vu ça en France. Peut-être que ça existe et que j'étais juste pas au courant, mais j'ai roulé dans la France et j'ai jamais vu ça. Une voie rapide est réservée aux automobilistes de 2 occupants et plus sur une section de l'autoroute Queen Elizabeth à Burlington. Les agents ont remarqué un manteau placé d'une façon particulière sur le siège passager avant d'un véhicule en direction ouest. Le pare-soleil était déployé sur la vitre côté passager. La manche du manteau noir y était accrochée. Le capuchon était étendu sur la tête, enfin la capuche quoi, pour faire croire qu'un passager y était. Voilà comment elle a placé son passager là. La conductrice de 21 ans a été interpellée. Elle a été accusée d'avoir contrevenu, merde, au règlement sur les voies réservées aux véhicules multi-occupants du code de la route. Elle était bel et bien seule à bord, contrairement à ce qu'elle tentait de faire croire. Elle risque une amende de 100 $ canadiens, ça va, et 3 points d'inaptitude si elle est reconnue coupable. À 3 points, ça pique quand même un peu. L'agent Ted Dongelmans de la PPO dit que les arrestations en lien avec la mauvaise utilisation des voies réservées sont fréquentes, mais que ce genre de tromperie est rare. Il rappelle que des conducteurs ont déjà utilisé des mannequins pour faire croire qu'il y avait un second passager. Mais pourquoi? On roule sur la voie, normal, hein, putain. Une poupée gonflable. Ce jeudi, Oran a connu une agression brutale, entraînant l'arrestation rapide d'un jeune homme de 19 ans. L'individu est accusé d'avoir violemment agressé une femme de 68 ans dans son immeuble dans le quartier de El Yasmine.
L'incident survenu dans un hall d'immeuble a provoqué une onde de choc à travers la ville, surtout après la diffusion massive d'une vidéo montrant l'attaque. Alors, en Algérie, il n'y a pas beaucoup de caméras, hein, mais de plus en plus apparemment. La vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a non seulement indigné les internautes, mais a également joué un rôle crucial dans l'identification du suspect. La diffusion rapide de la vidéo montrant le jeune homme en train d'étouffer la victime a permis à la police de Bir el Drej, c'est comme ça qu'on dit, d'agir avec célérité. La réaction en ligne a été immédiate, avec de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux appelant à des mesures strictes contre l'agresseur et à des politiques renforcées pour protéger les personnes âgées. Ce soutien numérique a été déterminant pour que les autorités puissent procéder à une arrestation rapide, illustrant le pouvoir des médias sociaux dans la lutte contre la criminalité. Comme quoi, les réseaux sociaux, je maintiens, hein, ça a du mauvais, mais ça a aussi du bon. Je crois que les personnes qu'on entend parler, c'est les personnes de la sécurité, peut-être. Je sais pas, c'est une sécurité dans le- Mais je vous préviens, c'est vraiment violent. هي فيلانس كونسيون حقيقة حنا ما كنتوش نطلعوها تالمون تخاف شوف جالسين باينة بلي قرات عرفت بلي غتمشي غادي بيطار Moi, je suis sorti. « 68 ans !» L'enquête supervisée par le procureur de la République près du tribunal de Felhausen est en cours pour éclaircir les circonstances précises de l'incident et comprendre les motivations de l'agresseur. Ce drame met en lumière la nécessité d'une vigilance accrue dans les espaces résidentiels et d'une réponse efficace des forces de l'ordre. En parallèle, la criminalité à Oran semble en hausse. Ce matin, les éléments de la brigade régionale de la gendarmerie nationale de Benfreha ont arrêté 3 individus âgés de 30 à 43 ans, originaires de la wilaya d'Oran. Les forces de gendarmerie ont intercepté les suspects avec 8,5 kg de stupéfiants, du kiff traité. Mon daron, il utilise toujours ce mot. C'est quoi du kiff? C'est quoi du kiff? Le kiff, mon père il disait toujours ça. Je sais pas c'est quoi le kiff, je sais toujours pas ce que c'est. Bref, ainsi que 59 millions de centimes provenant de la vente de drogue et plusieurs téléphones portables. Bon, ok. Après enquête, le procureur de la République près du tribunal d'Oued Tlelat a jugé les suspects pour association de malfaiteurs en vue de trafic de drogue. Cet enchaînement d'événements tragiques rappelle l'urgence d'une action collective pour renforcer la sécurité et la protection des citoyens dans la région. Il mérite de subir la même chose. Je sais pas si elle est vivante, la dame. Je crois qu'elle l'est, hein, parce qu'ils auraient dit pour meurtre. Hein. Tant mieux, déjà, heureusement, Dieu merci. Vos darons, ils disaient pas kiff le kiff pour critiquer les jeunes qui fumaient du kiff. Un quadragénaire accusé d'avoir étranglé à mort sa copine, une ancienne finaliste de Miss Suisse, avant de démembrer son corps et de le réduire en bouillie, aurait plaidé la légitime défense à l'ouverture de son procès pour meurtre cette semaine. En février dernier, les restes du corps de Kristina Joksimovic, une mère de famille de 38 ans, avaient été retrouvés à son domicile près de Bâle, une ville suisse à 2 pas de la frontière avec l'Allemagne et la France, ont rapporté les médias locaux jeudi. Selon les rapports d'autopsie, l'ancienne finaliste du concours de Miss Suisse aurait été tuée par étranglement avant que son corps ne soit démembré dans la buanderie avec une scie sauteuse, un couteau et un sécateur. L'auteur allégué du crime, identifié comme son conjoint, Thomas, aurait tenté de dissoudre certaines parties du corps de la mère de ses 2 enfants dans un produit chimique, hashtag Walter White, ou à l'aide d'un mixeur, peut-on lire. Un mixeur, un blender. Malgré tout cela, l'homme de 41 ans aurait plaidé la légitime défense à l'ouverture de son procès cette semaine en indiquant que sa conjointe aurait tenté de l'attaquer au couteau. L'accusé aurait également allégué avoir démembré son corps dans leur buanderie dans un état de panique. Mais selon les procureurs au dossier, le quadragénaire aurait plutôt démontré un net manque
d'empathie et de sang-froid après avoir tué sa femme, avant de tenter de dissimuler l'affaire. L'homme aurait par ailleurs déposé une demande de libération, bien sûr, qui lui aurait été refusée par le tribunal fédéral en attendant le procès. La mère de 2 filles qui travaillait comme entraîneuse de modèles de défilé s'était rendue en finale de compétition Miss Suisse après avoir remporté le titre Miss Suisse du Nord-Ouest en 2007. Ouais, c'est ça, il l'a passé au blender. Tu t'es défendue, elle est morte, et genre dans la panique, tu l'as blendée quoi. T'as blendé ta femme. Mais prends-nous pour des teubés. Moi, le problème que j'ai avec ce mec, il va jamais nous dire la vérité. S'il maintient son truc de la légitime défense, il va jamais nous dire la vérité. Pourquoi il s'embrouillait? C'était quoi les histoires du couple? C'était quoi les problématiques? C'est pour ça que c'est important de raconter aux copines, de parler avec les copines, de, tu vois, parler avec un psy, avec un thérapeute. Il faut que quelqu'un sache ce qui se passe dans ton couple pour, voilà, éviter ce genre de choses. Parce qu'on va pas savoir en fait ce qui s'est passé, sauf si il y a des témoignages qui pourront, voilà, qui vont refaire surface et qui nous permettront de faire lumière sur cette affaire. Mais passer ta femme au blender, faut vraiment avoir la volonté. Hein. De quoi s'est-il défendu? Une femme. On peut dire ce qu'on veut. Les hommes et les femmes, on n'a pas la même force physique. Hein. D'accord, c'est comme ça. Bien sûr, il y a des exceptions, mais dans la grande majorité des cas, c'est comme ça. D'après plusieurs études, un homme, c'est à peu près 3 fois plus fort qu'une femme physiquement. Donc voilà. Après, ça veut pas dire que c'est pas possible de. Voilà, il y a des femmes qui. Les femmes, elles ont recours au poison. C'est la méthode féminine pour tuer dans beaucoup de cas. Les douanes italiennes ont annoncé vendredi avoir démantelé un trafic de consoles vidéo rétro contrefaites en provenance de Chine, dont la mémoire contenait les jeux les plus populaires des années 80 et 90. Trop le type d'achat dans lequel j'aurais pu tomber sans savoir. Environ 12 000, environ 12 000 consoles sur lesquelles étaient illégalement mémorisés plus de 47 millions de jeux vidéo piratés ont été saisis pour une contre-valeur estimée à plus de 47,5 millions d'euros, a indiqué le colonel Alessandro Langella, chef de la brigade de répression de la délinquance économique et financière des douanes de Turin. Ah, qu'à la Nintendo. Ce chiffre comprend la valeur des consoles et des centaines de licences des programmes piratés. Ces jeux parmi les plus populaires des années 80 et 90 comptaient notamment Mario, Street Fighter ou encore Star Wars. Et les consoles imitaient celles des franchises Nintendo, Sega et Atari. Les consoles rappelaient dans leur forme et leurs caractéristiques distinctives les iconiques consoles rétro de ces célèbres marques mises sur le marché ces dernières années à la faveur du phénomène du rétro gaming, qui connaît une phase de forte popularité et d'expansion commerciale. Produites clandestinement au mépris des normes techniques et de sécurité européennes, les consoles importées de Chine étaient vendues dans des magasins spécialisés ou en ligne sur des sites marchands comme Amazon, qui a collaboré avec les autorités italiennes. L'opération a donné lieu à des perquisitions sur l'ensemble du territoire italien. 9 personnes de nationalité italienne ont été arrêtées et sont poursuivies pour commerce de contrefaçon, fraude commerciale, recel et violation du droit d'auteur. Elles risquent jusqu'à 8 ans de prison. Les consoles saisies ont été détruites. Bah alors attends, 8 ans de prison pour de la fraude? Après, c'est vrai, c'est une fraude avec un chiffre énorme. Mais j'étais en train de regarder une vidéo ce matin pendant ma pause pipi sur Combini. Je vous conseille Combini, Instagram, ils ont des trucs sympas parfois. C'est une jeune femme qui témoigne, je crois qu'elle est comédienne, si j'ai bien compris, elle est comédienne. Elle témoigne des viols de son grand-père qu'elle a subis de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, pendant 10 ans. Son grand-père a pris 2 ans de sursis. 2 ans de sursis. Pour avoir violé sa petite fille pendant 10 ans. Et eux, ils vont prendre 8 piges pour de la fraude de Super Nintendo. Et 2 ans de sursis, ça veut dire pas derrière les barreaux. Le mec, il a pas vu la couleur d'une cellule, peut-être juste la garde à vue qu'il a faite, qui a dû durer peut-être 24 heures, voire 48, si les flics ont été... hein. Et en plus, c'est ça qu'elle dit dans la vidéo, ce qui est quand même encore plus révoltant, elle explique qu'elle fait partie des 2% qui ont la chance d'être reconnus victimes. Parce que tout le monde n'est pas reconnu victime, c'est très difficile. Et c'est pour ça que moi, ça me fait rager encore plus quand des personnes, dans, tu vois, des vidéos sur Instagram, des commentaires, c'est sur Brut ou des médias, quand il est question d'une affaire de viol, ou d'un truc qui ressort de, voilà, ça date d'il y a quelques années, mais pourquoi elle n'a pas parlé avant? Mais pourquoi non, 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 ah, elle veut de la thune, ah, elle veut de la thune, truc qui me prend là. Tu prends pas de thune en France quand tu portes plainte, tu prends rien. Tu joues au loto. Tu joues au loto et tu auras peut-être la chance d'être parmi les personnes reconnues victimes. Il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de dédommagement. Donc voilà. Ça me fait rager quand dans un pays comme la France, je sais pas comment c'est en Italie pour tout ce qui est viol et tout, mais je sais qu'en Europe on est trop laxiste. Parce que même, vous vous rappelez le mec aux Jeux Olympiques là, le néerlandais,
aux Jeux Olympiques, qui est parti en Angleterre pour violer une gamine de 12 ans, et qui l'a violée à plusieurs reprises, et qui, no problème, va représenter son pays au JO de Paris, il a pris combien? Il a fait à peine quelques années en prison, et il a été sorti plus tôt, en plus, ce chien. Moi, ça me hérisse le poil. C'est 8 ans, c'est eux qui devraient prendre des 8 ans. Le grand-père, le néerlandais qui est parti violer une gamine de 12 ans et qui a le droit de représenter son pays pendant une compétition internationale qui est vue par des millions et des millions et des millions de gens, si ce n'est peut-être 1 milliard ou 2 milliards, et des mecs qui ont fraudé à la console, ok, ils méritent la prison, mais 8 ans, je trouve que c'est vraiment sévère. En fait, une victime, il faut vraiment être victime de ça pour comprendre. Une victime, elle veut la reconnaissance. Et c'est ce qu'elle dit, la jeune femme, dans la vidéo. Ça m'a brisé le cœur. Elle dit, quand on m'a reconnue victime, elle dit, ça m'a marqué cette phrase, 100 kilos de tristesse en moins. Les personnes qu'on ne croit pas, ça rajoute en fait. Ça rajoute de ne pas être cru. Comment ils disent, comme ils disent les Anglais là, c'est le clou, c'est le dernier clou dans le cercueil. Tu vois, qui ferme le cercueil. On t'achève en fait quand on ne te croit pas. Un employé du restaurant Panera Bread, armé d'un moule à pain, a frappé à plusieurs reprises un client à la tête lorsqu'il a commencé à agresser verbalement et physiquement des personnes dans le restaurant. Le suspect, Isaac Ross, a commencé à semer le chaos dans une succursale de la compagnie de restauration rapide dans la ville de Glendale, tout près de Denver, mardi. Une vidéo prise par une cliente montre M. Ross qui crie et jette plusieurs objets sur le comptoir au personnel du restaurant. Les clients et les employés ont demandé à l'homme de se calmer et de partir, mais cela l'a apparemment rendu encore plus furieux. C'est à ce moment qu'un employé est venu au secours d'un autre client et a frappé Isaac Ross. Mon héros personnel, a lancé la femme qui a pris la vidéo, Nathalie Wiersma, aux médias américains. Je pense que cela a été très efficace. La victime a dû être soignée pour des blessures mineures. Vidéo. Hey, come on, get out. Oh. Pourquoi il est énervé à ce point? Viens, papa, viens. Viens. Get out of here. Stop it. Stop it. Call the police. Call the police on this guy. 641 South Power Boulevard. Come on now. Franchement, l'employé, j'aurais fait pareil. Il s'en est pris à une personne apparemment un peu plus âgée, il l'a fait tomber, il lui a mis un coup, il l'a fait tomber par terre. Et le mec, là, je sais pas si c'était un agent de la sécurité ou quoi, mais le mec, il a jujitsuité par terre. C'était très beau à voir. C'était très beau à voir. En fait, il a essayé de le neutraliser. Il l'a même pas frappé ou quoi, il a essayé de le neutraliser. Donc bon, voilà. C'est pourquoi l'embrouille, je ne sais absolument pas pourquoi il s'est vénère, le mec. Une commande, peut-être pas, je sais pas moi. I don't know. Les amis, je vais vous laisser. Je vais aller manger. Je vais aller m'occuper de mes chats qui sont en train de commencer à se mouiller. Et merci de m'avoir tenu compagnie. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps. J'avais encore 2-3 affaires à traiter, mais voilà, il faut que je parte. Bon dimanche à vous. Profitez bien de votre journée de repos si vous êtes en repos. J'y vais là parce qu'ils vont se battre, ils vont se battre. Bisous.